Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une personne tout à fait singulière. Vous ne connaissez pas forcément son nom, mais vous avez forcément vu, ou tout du moins entendu, son travail. Depuis 2005, David Macaluso chapeaute la version française de Doctor Who. Nous avons pu le rencontrer dans les studios de post-production L'Équipe, à Bruxelles, où la VF de Doctor Who n'est pas enregistrée, mais qui a accepté de nous accueillir le temps d'une longue interview. Bonjour David Macaluso. Bonjour. Tu es le directeur artistique de Doctor Who. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour résumer, c'est comme le metteur en scène des voix françaises sur un enregistrement étranger. Donc en gros, je choisis le casting. Les rôles principaux sont proposés aux clients, BBC ou Disney. Donc on leur propose 3 voix en général. Et puis quand eux sont choisis pour tous les rôles secondaires, c'est moi qui peux choisir la distribution. Et puis quand les comédiens, je fais les plans de travail, donc par rapport aux disponibilités des gens, etc. Pour qu'ils jouent ensemble le plus possible, c'est toujours plus naturel. Je les dirige un peu comme un metteur en scène, à part que je ne démarre pas de zéro, il y a une VO et qu'il faut réussir à être le plus proche possible de ce qui a été donné en VO. Donc pas copier, puisqu'on n'a pas la même musicalité de langue ou même pas les mêmes codes de jeu. Pas toujours en tout cas, mais voilà, c'est une sorte de metteur en scène ou metteuse en scène, parce qu'il y a des directrices aussi évidemment. Je sais qu'à l'origine tu étais comédien. Est-ce que tu es toujours comédien ou uniquement directeur artistique ? Non, je suis aussi comédien. Après, je joue un peu au théâtre, je fais beaucoup d'impro. Et en doublage, je ne suis pas très souvent engagé parce que quand on est directeur de plateau, les gens, ou directeur artistique, les gens ont quand même en tête qu'on est occupé, qu'on est sur d'autres choses. Donc je ne suis pas très souvent engagé comme comédien, mais là, je viens d'enregistrer Smiling Friends avec Frédéric Ognès, par exemple, qui a dirigé ça. Avec vraiment un dessin animé complètement déjanté. Frédéric Ognès, c'était lui qui avait fait la première version de la voix du 10e Docteur, c'est ça ? Oui. Ah, quelle histoire, ce truc. Première saison de Doctor Who, je joue au théâtre à ce moment-là. Ma compagne, c'est Marie Lostrovski, qui a aussi joué dans Doctor Who plus tard et qui est aussi directrice artistique. Et souvent, quand moi je ne peux pas diriger quelque chose ou qu'elle ne peut pas diriger quelque chose de son côté, on se remplace l'un l'autre parce qu'on a la même vision, on a la même formation, on a la même vision du jeu, etc. Mais là, je jouais avec elle au théâtre, donc je ne peux pas me faire remplacer par elle. Et je co-dirigeais une série anglaise à l'époque qui s'appelle Silent Witness. Voilà, parce que c'est des gens qui enquêtent par rapport à des morts, c'est des médecins légistes. Et je co-dirigeais ça avec Guylaine Gibert. Et donc, à l'époque, les dates où je joue au théâtre et où je répète, c'est Guylaine qui dirige les épisodes. Et elle s'occupe donc de la dernière scène. Elle ne prend pas conscience qu'il y aura un casting pour la suite, et donc elle distribue Fred Ognès dessus. Puis après, le 2e Docteur arrive, enfin le 9e pour... 10e ou 10e. Et donc Fred Ognès est sur le casting, et David Manet sort cette phrase magique mais parce qu'on ne connaissait pas bien de Doctor Who à l'époque, c'était vraiment le tout début. Et il sort cette phrase magique en disant « Mais son âme est la même, est-ce qu'il ne pourrait pas garder la même voix ?» Et moi, je trouvais que David Manet allait presque mieux au 10e Docteur qu'au 9e. Je trouvais que c'était pile poil. Donc il passe le casting aussi. Et là, on a eu des réponses. C'était la folie, quoi. Le client dit « Ok, Fred Ognès. » J'appelle Fred Ognès, je lui dis « Ok, ce sera toi. » Appel du client « Non, on a réécouté. Ok, David Manet. » Ok, je rappelle Fred Ognès, je dis « Désolé, ce sera David Manet. » Rappel du client, non, en fait, non, ce sera Fred Ognès. Et donc, je leur ai dit, prenez une décision finale, mais je préviens plus personne. Et ils sont revenus encore une fois sur David Manet. Donc voilà, c'est pour ça que David Manet a été... Mais c'était une drôle d'histoire. Ouais, c'est une histoire de dingue. Et je trouve que ça lui... Alors évidemment, avec le recul, c'était une énorme erreur d'avoir la même voix pour deux. Ou alors, on aurait dû garder la même voix pour tous et toutes. Ça aurait été un gros problème. Donc, on perd la logique très vite. Mais c'était quand même une bonne idée et je trouve que David va très très bien, David Tennant. Une nouvelle dent, c'est bizarre. Alors où en étais-je ? Ah oui, c'est vrai. Barcelone, c'est ça. Où est-ce qu'on est ? Londres, Terre, le système solaire, mission réussie ! Et après, ça fait aussi la spécificité de la VO où tout le monde ressort cette anecdote du fait que c'est le même comédien qui est sur le 9e et le 10e. Ça fait rire un peu tout le monde. Évidemment. À l'époque, je pense que ça n'a pas fait tellement rire que ça les fans. Non, pas trop, non. Mais je me suis pris plein de critiques au début parce qu'on s'attaque à un monument, évidemment. Donc, et qu'on n'est pas prévenu. Doctor Who arrive comme une nouvelle série. La première saison, je l'ai gérée vraiment comme une nouvelle série qui n'allait pas durer.
Je ne connaissais pas l'historique, personne ne connaissait ni les adaptateurs, ni... Les premières saisons, elle est quand même faite comme une saison qui ne va pas durer, c'est un peu du carton-pâte, on est en 4 tiers, il y a, les effets spéciaux sont vraiment très très limités, et donc je crois que personne n'a senti le BBC potentiel. n'a absolument pas prévenu que c'était vraiment quelque chose de gros. On a beaucoup d'étapes, nous, en fait, avant d'avoir les informations. La BBC contacte les chaînes de télé contactent les diffuseurs, les responsables contactent les boîtes de doublage contactent les directeurs de plateau. Donc il y a beaucoup, on n'est pas en lien direct avec la BBC. D'accord, ce qui est très dommage. Jamais. Ça m'est arrivé une fois parce que j'étais en conflit avec une personne dans la boîte de doublage c'était pour un retake, un réenregistrement. Les Oud appellent Dr Donna. Vous vous souvenez de cette... Et donc voilà, les Oud appellent Dr Donna en un seul mot parce qu'ils savent qu'ils vont fusionner à la fin de la saison. Et comme ils parlent à Docteur et à Donna, le client, mais alors quand on dit le client, je ne sais pas si c'est la chaîne ou la BBC, parce qu'on dit le client en général, mais ça peut être l'un ou l'autre, nous demande un retake en disant on voudrait une virgule entre Docteur et Donna. J'ai eu des consultants sur cette série parce qu'elle est trop énorme pour ne pas avoir de consultant, et mon consultant depuis plus de 10 ans, c'est Maxime Rixon, qui a une connaissance incroyable, me prévient qu'il y aura la fusion, etc. Donc je réponds ok pour les autres retakes qui étaient normaux, mais pour celui-là, je dis on ne peut pas parce qu'ils vont fusionner, on le sait, j'explique. Mais la personne en charge de ça chez Dubbing dit non, le client a demandé, donc il faut le faire. Et donc là, il y a eu un peu conflit en disant mais je ne peux pas le faire, ça va à l'encontre de l'écriture, et elle n'ose pas retourner vers le client en disant on ne peut pas le faire. Enfin, il y a tout un quiproquo comme ça, et là j'ai été en contact avec la BBC à ce moment-là, qui a dit non, on s'est trompé, il ne faut pas le faire évidemment. C'est la seule fois où j'ai été en contact avec eux. J'imagine que tu ne pourras pas me répondre, mais parce que c'est par rapport à la saison actuellement en cours. Et tu n'as pas peur d'avoir un peu le même genre de problème avec celui qui attend ? Comment répondre à ça? Désolée pour la question de piège d'entrée de jeu. Mais entre-temps, comme Doctor Who est vraiment devenu... maintenant, les gens savent ce qu'est cette série. Il y a plus de suivi, on a plus de réponses. Et donc, j'ai eu plus de réponses qu'à l'époque. D'accord. Donc, voilà. Et, en plus, entre-temps, cette personne qui travaillait dans la boîte de doublage n'y travaille plus. Et les gens qui travaillent maintenant sont plus à l'écoute de ça, savent que je connais bien la série et que je me fais aider par des gens qui la connaissent encore beaucoup, beaucoup mieux que moi, en l'occurrence Maxime Rixon. Donc maintenant, on travaille vraiment en collaboration, ils écoutent, ils font attention et ils prennent en compte les remarques beaucoup plus facilement. J'imagine que tu travailles avec plusieurs studios, pas uniquement avec Dubbing Brothers. Comment tu t'es retrouvé à travailler sur Doctor Who ? Donc je suis belge, mais j'ai fait mes études à Paris, chez Alice Donna, donc une école les studios Alice Donna qui sont fermés maintenant. C'était un peu un genre de Star Academy, mais en vraie école, avec du chant, du théâtre, de écriture de chansons. Mes parents sont musiciens, donc j'avais toujours mélangé le théâtre et la musique. Et c'était la seule école que je connaissais qui faisait vraiment le tout de façon équilibrée. C'est-à-dire la musique, c'était vraiment des musiciens qui nous donnaient cours, le théâtre était vraiment donné par des comédiens. Et donc j'ai commencé le doublage à Paris en fait en 99 pour les Français qui écouteraient par accident. J'ai commencé à faire des ambiances, des petits rôles, etc. Et puis j'ai rencontré vraiment ma rencontre dans le doublage, qui est Jean-Marc Pantier, qui est directeur artistique et adaptateur de génie, les deux. Et il m'a mis sur un casting que je n'ai pas eu, mais il a bien aimé mon casting, il m'a engagé de plus en plus, et j'ai commencé à travailler sur de grands films avec lui en tant que comédien. Un de ses amis cherchait un directeur artistique en Belgique. Et il m'a dit, écoute, voilà, tu as une vision du doublage qu'on ne rencontre pas tout le temps et que j'aime bien. Le reste, c'est technique, je peux te l'apprendre, est-ce que ça t'intéresse? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, en étant belge, bazardé en tant que directeur de plateau en Belgique, alors que j'y avais pratiquement jamais travaillé. Et donc voilà, et j'ai commencé à travailler pour des boîtes françaises qui avaient délocalisé en partie en Belgique. Et en fait, voilà, en travaillant ici, ils ont loué dans des studios qui eux-mêmes m'ont engagé, et puis j'ai été engagé par Dubbing.
Et ils m'ont confié 2-3 trucs qui étaient chouettes à l'époque, dont Shaun of the Dead. Ah oui. C'est un film que j'ai adoré. Et je crois que c'est juste après Shaun of the Dead que Doctor Who est arrivé et qu'on me l'a proposé. Bêtement de projet en projet, quoi. Et donc sans rien t'apprendre sur ce qu'était cette série. Non. Et première saison, on est pas mal critiqué, mais beaucoup de critiques sur l'adaptation. Pas spécialement sur la direction de jeu ni sur les voix. Alors oui, il y avait des trucs en disant qu'un tel, il trouvait qu'il n'allait pas, mais souvent je répondais, quand on est fan de la VO, d'office ça ne va pas. Si on connaît par cœur la VO, on ne sera jamais content de la VF. Mais par contre, j'ai remarqué que beaucoup de critiques étaient faites sur l'adaptation et sur les références. Et donc j'ai écrit à... ce que je ferais plus maintenant, je crois. J'étais jeune. J'ai répondu en disant, mais quitte à critiquer, alors critique constructivement, aidez-nous. Et Thierry Attard m'a répondu en disant « Ok ». C'est un journaliste qui avait été élevé en Angleterre, qui connaissait Doctor Who depuis qu'il était enfant, et qui adorait, qui m'a dit « Ok ». Il n'a jamais été très sympathique avec moi, mais il a été cordial. Il m'a dit « Ok, jouons le jeu ». Et il m'a aidé pour, je crois, les deux premières saisons. Et non, pardon, à partir de la 3e saison. Parce que la 2e saison, elle a été aussi partagée par accident à cause d'une erreur de la boîte de chez Dubbing, un autre employé a fait une erreur en pensant que la série était partagée en deux, puisque la première avait été partagée pour quelques dates à cause du théâtre. Et donc j'ai partagé aussi la 2e saison, mais à la fin j'ai été voir la directrice de plateau en disant c'est pas une série qu'on peut partager en fait, c'est trop compliqué, et donc je préfère soit que tu la gardes, soit que je la prenne en entier. Et elle m'a répondu bah non, t'étais dessus en premier, garde-la, et à partir de la 3e saison j'étais le seul à la diriger. D'accord. Et donc Thierry Attard m'a aidé à partir de la 3e saison, et je trouve qu'il y a eu vraiment une différence de qualité, pas de mon travail, pas de la direction en soi, mais des références. Vraiment, il m'appelait, il me disait les Jelly Babies, c'est les bonbons qu'il mangeait dans la saison, dans les années 60, c'est important d'eux, alors que nous on avait juste bonbons, et c'était plein de références comme ça. Thierry Attard a fait ça pendant 2 ans. Puis il m'a parlé d'une autre personne parce que lui n'avait plus le temps. Et puis à partir de la saison 5, je crois, j'ai eu Maxime Rickson qui est là depuis ce moment-là. On se demandait justement si Maxime était toujours là. Oui. Cette année, il a même été, reconnu comme consultant officiel par Disney et par Dubbing. Ah, c'est super. Ouais. Donc il a eu accès aussi aux épisodes, comme moi. Il a pu avoir des contacts avec les adaptateurs, etc. Donc il y a vraiment eu un échange. Par exemple, je vais être très flou. À un moment, il y a une référence aux anciens, aux classiques. Et donc Maxime, ayant tous les classiques, a été voir les scènes entières pour donner à l'adaptateur toutes les références sur le petit bout dont on parle dans l'épisode. D'accord. Ce qui donne vraiment... Ça ne change presque rien, mais ça donne une profondeur différente parce qu'il y a l'adaptateur qui est François Dubuc. Ils sont plusieurs, mais François Dubuc avait adapté cet épisode-là. Mais donc ça doit être par rapport à l'épisode L'Accord du Diable, parce qu'il y a toute une partie sur... Parce qu'il est passé L'Accord du Diable. Oui. D'accord, ok. Parce que déjà dans L'Accord du Diable, il y a déjà des références où on s'est dit justement que c'était bien, que ça se voyait que ça avait été creusé et tout ça. Donc d'accord. Ok, j'en dis pas. Je pose pas d'autres questions. Je sais que les accords de confidentialité. Oui, et c'est compliqué parce qu'évidemment, moi, ayant vu toute la saison, ayant travaillé dessus, je sais que les 2 premiers épisodes sont passés, mais parfois je me dis, attends, ça c'était dans quel épisode? Donc je vais essayer d'être très prudent. Une question un peu plus pratico-pratique. Quelles sont les différentes étapes qui sont suivies pour faire une VF d'une saison? Déjà, combien de temps à l'avance on peut vous donner les fichiers? J'imagine que ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes, oui. Et puis, toutes les parties. Tu as parlé de l'adaptation et après du doublage. En gros, quelles sont les différentes étapes que va traverser la série jusqu'à arriver en VF sur nos écrans? Mais ça va d'abord être envoyé donc, aux adaptateurs qui vont avoir aussi le fichier écrit, avec les dialogues, etc. Parce que parfois, on ne sait pas, dans le off, on ne sait pas qui a dit quoi, donc eux, ils ont vraiment comme le scénario. Ils ont la vidéo aussi. Oui, bien sûr. Oui, ils n'ont pas que... Oui, non, bien sûr. Donc, eux détectent, il y a d'abord la détection, donc regardez, sans écouter ce qu'on dit, regardez les mouvements de bouche, là où c'est ouvert, là où c'est fermé, les labiales, les fricatives, pour pouvoir avoir déjà une base d'adaptation. Puis il y a la traduction et l'adaptation, qui se font en même temps. Moi, je reçois les vidéos à peu près en même temps que les adaptateurs, pour cette fois-ci en tout cas.
Et de mon côté, je regarde pour la distribution. Dans Doctor Who, la difficulté, c'est qu'il y a rien que pour moi 15 ans de distribution à laquelle je dois faire attention. Donc là, évidemment, j'ai mes fichiers, mais j'ai aussi des gens comme Maxime qui me disent « Attention, là, un tel avait été doublé par lui ou par elle. » Et puis après, donc moi, quand je regarde l'épisode, donc je fais ma distribution, je regarde qui va travailler avec qui. Je reçois le texte assez tard, parce que tout va très vite. Et en plus, cette année, ça a été encore plus vite, puisque les épisodes sortent pratiquement en même temps en anglais et en français. Donc il y a l'enregistrement, et puis il y a le mixage, et puis il y a ce qu'on appelle les retakes, donc les réenregistrements. Les retakes, il y a soit une erreur de ma part, soit une erreur du comédien, soit une erreur d'adaptation, soit un changement de texte, soit une précision de texte, soit des scènes ajoutées. Cette année, on a eu souvent ça, ou des scènes qui ont été jouées autrement en anglais. Donc j'avais eu moi une version où par exemple la phrase est un peu portée parce qu'il parle à quelqu'un qui est loin, mais ils l'ont réenregistré en disant on va plutôt la chuchoter parce qu'il est à côté de la personne qui est blessée. Donc eux réenregistrent alors que nous on avait copié la VO qui portait pour la personne qui était loin, donc on doit réenregistrer avec un chuchotement pour la personne qui est blessée. On a eu toujours le même montage, on a eu quelques scènes à ajouter. Par exemple, dans le spécial Noël, quand Ruby se promène avec ses amis, c'est une scène qui n'existait pas dans la première version. D'où mon changement de distribution. Son ami transgenre qui chante n'avait qu'une phrase juste avant la chanson et j'avais pas fait attention, j'avais distribué un comédien cisgenre qui disait juste cette phrase-là. Et je me suis dit, il ou elle, je suppose, va peut-être revenir. Donc c'était important de respecter ça, par exemple. Je crois que ça doit être une femme transgenre et pas non-binaire parce que dans la novélisation qui est basée sur le script, c'est bien précisé au féminin. Oui. Donc oui, je pense que ça doit être elle. Ouais. Oui, et c'est très grosse discussion d'ailleurs là-dessus, puisque... Ça doit être compliqué à gérer au doublage. On est dans l'œil du cyclone pour l'instant, parce qu'en plus, je ne sais pas si c'est un cyclone, mais on est au centre du problème, parce qu'en fait, on ne connaît pas. Donc on découvre tout au fur et à mesure, mais là, pour prendre cette décision, j'ai téléphoné à cette comédienne, pour finir, qui l'a fait. Elle m'a expliqué que la voix ne change pas avec les prises d'hormones, par exemple, dans ce sens-là. Une voix de femme peut s'aggraver, mais une voix d'homme ne va pas s'alléger, ou très très peu. Et que certaines personnes se font opérer des cordes vocales, mais c'est extrêmement rare, et que donc, il faut une voix d'homme. Et que, donc, cette personne-là, elle me disait, je préférerais, moi, en tant que comédienne transgenre, entendre ce rôle-là doublé par un comédien cisgenre que par une femme cisgenre. D'accord. Et pour finir, elle a fait le rôle, et elle est exactement dans la même, dans la même histoire que la comédienne de base, donc tout est nickel, et tout colle bien, mais parce que j'avais la chance de la connaître. Et j'ai aussi avoir la question par rapport au personnage de Maestro. Oui. Où je crois que le comédien est drag queen, il me semble. Oui, alors il ne l'est pas tout le temps. En fait, il joue au théâtre un drag queen depuis plusieurs mois. Et il en avait déjà joué un autre. Et il connaît très très bien ce monde-là. Donc c'est drôle, j'avais pas 36 choix. C'est-à-dire qu'il me fallait un comédien qui connaissait le monde drag queen, qui chante et qui joue. Ouais, donc ça limite. Et à partir de là, je me suis dit, ok, j'ai pas 36 solutions. Et je trouve qu'il était très très bien. Mon titre est Maestro. Je suis la musique. Le seul assez futé pour trouver l'accord perdu. Mais quelle tristesse, Timothy! Je reviens un peu sur le passage où tu disais que là, vous n'aviez pas eu beaucoup de temps. J'imagine que oui, avec Disney, en plus, avec ça doit être beaucoup plus compliqué maintenant. Vous devez avoir un temps vachement réduit. Entre le moment où on reçoit et au moment où on enregistre, oui. Ça doit être plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais on a quand même, ils nous ont donné le matériel. Non, en fait, c'est pas si compliqué que ça, bizarrement. Parce qu'on a eu le matériel longtemps à l'avance. Donc on a pu vraiment travailler avec du temps pour préparer. C'est pour la diffusion que ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive, donc tout ce qui est préparatif et enregistrement, là, on a vraiment du temps, le temps qu'il faut. On n'en a jamais assez. Je voudrais bien avoir le triple de temps pour enregistrer, évidemment. Mais je veux dire, on est dans les codes du doublage, etc. C'est respecté. C'est-à-dire qu'on a une moyenne d'enregistrement d'un nombre de lignes par jour.
on est largement dedans et je vais revenir après là-dessus parce que c'est très, très drôle avec Doctor Who. C'est qu'en gros, il y a des moyennes qui sont calculées en disant voilà, on fait à peu près, quand on travaille bien, 200 lignes par service de 4 heures. C'est une moyenne, on peut en faire un peu plus, un peu moins. À part que, évidemment, quand il y a des difficultés, ces lignes augmentent. Premier épisode, des bébés. Donc ça veut dire qu'il faut engager des enfants. Donc, ben oui, mais je ne vais pas pouvoir respecter. Deuxième épisode, des chansons avec même quand il ne chante pas, ce personnage qui va dans tous les sens, ça prend plus de temps. Donc 2 premiers épisodes, je ne parlerai pas de la suite, mais déjà les 2 premiers épisodes, je dis, je ne pourrais pas respecter, j'ai déjà des difficultés, parce que Doctor Who est comme ça. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse. Par contre, là où on manque de temps, c'est sur la fin, parce qu'on a les scènes rajoutées, etc., enregistrées, à mixer, et qui vont être mises sur Disney+, très peu de temps après. Donc c'est là que ça s'accélère. C'est vrai que là, on manque de temps et qu'il y a un stress qui s'installe. Mais par contre, pour tout ce qui est avant, je trouve qu'ils ont été prévoyants, prudents. C'était assez agréable. Là, c'est bouclé ? Oui. Complètement ? Toute la saison ? Oui. Bon, bravo. Il y a longtemps avant la saison ou juste avant ? En fait, on est en train de... Donc, on est quel jour ? Lundi ? Aujourd'hui et encore après-demain s'enregistrent les dernières corrections. D'accord. Donc là, ce sera complètement bouclé d'ici mercredi. Oui. Donc avant Boom. Juste pour recentrer un peu, on tourne en réalité juste après la diffusion de Space Babies et de The Devil's Cord. Il y a eu le petit passage où Doctor Who s'est retrouvé sur Énergie 12. Oui. Et je crois qu'il y a eu des changements à ce moment-là. C'était pas le même studio, si, je sais plus. Ah oui, non, c'était avec Whittaker. Hein. Oui. Oui. Si, il y a eu un changement de studio. Alors, il y a les versions officielles et les versions officieuses. Je peux raconter la version que j'ai eue, mais je ne sais pas laquelle c'est. Donc, Dubbing Brothers s'est occupé de Doctor Who depuis le début, donc 2005. Et puis, dans cette période-là, c'est-à-dire que Dubbing Brothers s'occupait de plusieurs séries BBC. Et puis là, il ne restait plus à ce moment-là que Doctor Who. Et d'après ce que j'ai entendu, les accords financiers avec plusieurs séries et une seule ne peuvent pas évidemment être les mêmes. Il y a eu un peu discussion et donc ils ont dit alors on part et ils sont partis. Et quand Disney a repris, c'est revenu chez Dubbing parce que Disney travaille avec Dubbing, pas exclusivement, mais beaucoup avec Dubbing. Et donc c'est revenu chez Dubbing Brothers. Et moi j'ai suivi la série, donc pour moi il n'y a pas vraiment eu de changement en fait. Oui, c'est juste que c'était un autre studio et c'est tout, quoi. Ça ne changeait rien sinon. Non. D'accord. Même distribution, même façon de travailler, même timing. Est-ce que c'est toujours les mêmes adaptateurs qui travaillent sur la série ? Toujours des différents ? Oui. Ils essayent de fidéliser. Donc là, c'est Olivier Lips et François Dubuc. Olivier Lips travaille avec quelqu'un d'autre, mais c'est toujours lui qui écrit, donc je ne vois pas le nom du deuxième. C'est vraiment une décision interne à Dubbing et à leur façon de travailler. Parfois, les gens ne sont plus libres, parfois, il y a des accointances humaines, artistiques. Et je trouve ça dommage parce que, pareil, avec cette série, il y a vraiment beaucoup de références. François Dubuc a vraiment ce travail de recherche. Sur Silent Witness, c'était aussi avec lui que je travaillais, en fait. C'est comme ça. Et pareil, c'est une série qui avait été très, très mal adaptée au début. Je suis désolé si les adaptateurs se reconnaissent, mais je suis sûr qu'eux-mêmes savent qu'ils ont fait du mauvais travail parce que c'était empiriquement du mauvais travail, sûrement par manque de temps. C'était vraiment catastrophique à certains moments. Et puis François Dubuc est arrivé et ça a été un changement. Et pour Doctor Who, pareil, je me souviens d'adaptation. Je prends toujours le même exemple. C'est la saison 1 avec, vous savez, ce petit garçon qui a le masque à gaz. En anglais, donc ils sont à table, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils sont à table. Et puis le docteur sort de l'ombre et dit « Est-ce que je pourrais avoir le sel ?» Et là, tous les enfants perdus qui sont guidés par cette jeune femme, hurlent. Et la jeune femme dit « Non, ne bougez pas, lui non plus, il ne devrait pas être ici. Donc, vous pouvez vous rasseoir. » Donc, elle dit « Retournez à vos sièges, lui non plus ne devrait pas se trouver là. » Et c'est traduit par le docteur qui dit « Où est le sel ?» Elle répond « Les enfants crient. » L'adaptateur ne le prend pas en compte. Et la fille répond « Il se trouve derrière votre siège. D'ailleurs, il ne devrait pas s'y trouver. » Et mon voisin se dit « Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et donc, il y avait vraiment des erreurs comme ça qui étaient très, très difficiles à rattraper. Et puis, quand François Dubuc est arrivé, là, c'était complètement autre chose parce qu'il cherchait les références, en fait.
Ça fait longtemps qu'il travaille sur Doctor Who? Oui, il a travaillé il y a longtemps, puis plus, et puis maintenant il est revenu. D'accord. Mais ça aussi, pareil, je ne peux pas maîtriser ça. Je peux dire, je préférerais travailler avec lui. Les rapports avec la production m'échappent parfois, et puis lui peut être sur autre chose, par exemple, ne pas avoir le temps, ou que la production ait déjà promis ce travail-là à quelqu'un d'autre parce que cette personne a déjà travaillé sur autre chose. Enfin, c'est vraiment des conditions de travail internes qui ne me regardent pas, en fait. J'imagine que là, ce serait plus. J'ai d'autres questions, mais qui du coup seraient plus des questions sur l'adaptation, donc je pense que tu ne pourras pas forcément me répondre. Par exemple, le fait que dans la VOST et dans la VF, on ait des termes qui ne soient pas forcément les mêmes. Par exemple, sur Space Babies, croque-mitaine, dans la VOST, a été traduit en croque-morve. Ce qui vend un peu le twist, mais où on reprend le jeu de mots. Mais j'imagine qu'il n'y a pas forcément de liens qui sont faits. Non, c'est un peu chacun fait ce qu'il veut. Oui, alors de plus en plus, ces liens sont... Avant, c'était vraiment des boîtes différentes qui faisaient les sous-titres et les doublages. Maintenant, elles correspondent avec l'arrivée de Netflix ou de Disney+. Les rapports sont plus proches parce qu'ils savent qu'ils doivent avoir les mêmes références dans toutes les langues. Par exemple, avant, avec le off, on pouvait un peu tricher, rajouter quelque chose dans le off qui donnait une information qu'on n'arrivait pas à mettre dans le on, donc quand on voyait la personne. Ça peut se faire de moins en moins parce que les plateformes veulent vraiment que la voix corresponde dans toutes les langues au même endroit, au même moment. Le truc, c'est que croque-mitaine existe. Je ne sais plus comment ils le disent en anglais, mais la vraie traduction de ce terme, c'est vraiment croque-mitaine. Le mythe, c'est vraiment le mythe du croque-mitaine. Et donc, je trouvais ça chouette que c'est la différence entre une traduction et une adaptation. Je trouvais ça chouette que François dise ok, on va vraiment prendre le terme croque-mitaine et on va un peu triturer l'idée avec au lieu de dire on mange les crottes, on croque les mitaines, les doigts, ce qui fait peur, enfin tout ce qu'il a trouvé. Je trouve ça plus malin parce que c'est vraiment une adaptation à la langue française avec les bouts qui existent. Croque-morve n'existe pas, le monstre du croque-morve n'existe pas, donc moi, je trouve ça dommage. Mais c'est un choix. Et à la limite, je comprends qu'un sous-titre, puisqu'on écoute en anglais, qu'un sous-titre prenne ça comme option, mais qu'une adaptation française ne le prenne pas est beaucoup plus logique pour moi. J'imagine qu'il y a toute une bible littéraire de la VF qui existe. Qui est-ce qui est chargé de la mettre à jour, cette bible? Un peu tout le monde? Les adaptateurs, en général, chaque adaptateur la reçoit, la complète et la fait passer s'il ne fait pas la suite, par exemple. Mais après, moi j'ai aussi la mienne, Maxime a la sienne, donc c'est vraiment un mélange de toutes ces... Et pour pouvoir rattraper, si par exemple quelque chose est passé à la trappe lors de l'adaptation, pour rattraper au moment du doublage. Évidemment, oui. Et on laisse passer, et on rate sûrement plein de choses encore. C'est compliqué, mais c'est super excitant, mais c'est vraiment compliqué. Pour revenir plus précisément sur le doublage de Doctor Who, qui était un peu cette partie adaptation, et revenir vraiment sur ton travail, tu as parlé du fait que pour caster les personnages, les secondaires, c'était vraiment à toi, donc que revient cette tâche. Et tu as évoqué le fait que vous envoyez des bandes pour les personnages principaux, donc j'imagine pour le docteur et les compagnes. Oui, on a des castings avant les enregistrements, donc on a 2 scènes qui sont choisies soit par moi, soit par Disney. Là, c'était Disney qui avait choisi. Et donc ils essaient de prendre, par exemple, pour les rôles principaux, souvent ça se passe comme ça, c'est 2 scènes. Et c'est 2 scènes très différentes. Donc par exemple, pour le docteur, c'était la toute première où il apparaît en courant de toi en toi. Et la deuxième, c'était quoi? C'était un truc plus... souvent, on prend deux énergies très différentes. Quelque chose de plus retenu et quelque chose de plus explosif pour voir comment la voix donne avec... Je caricature, mais quelque chose de crié, quelque chose de chuchoté. C'est pas ça du tout, hein, mais quelque chose de plus tendre, quelque chose de plus explosif. Pour Ruby, c'était la scène où elle apprend au téléphone qu'on ne retrouvera pas ses parents. Et l'autre scène, c'était quand elle reçoit le docteur sur l'échelle de corde. D'accord. J'essaie d'avoir un spectre très très large pour que le client ait le choix. Parce que si on envoie le même... Donc évidemment, il y a le timbre qui ne peut pas être très différent, mais si on envoie exactement le même genre de comédiens, ils peuvent pas vraiment choisir. Mais donc c'est toi qui sélectionne les comédiens avant, il n'y a pas de directeur de... Enfin, en fait, tu fais le rôle de directeur de casting aussi, Oui, c'est ça. Oui. En fait, tu fais tous les rôles. Oui. Et parfois, je vais doubler.
C'est vrai? Mais oui, est-ce que c'est déjà passé? Non, il y a un petit rôle D'accord. que j'ai pris parce qu'il avait été fait dans les ambiances. Donc dans les ambiances, on engage des gens qui débutent aussi, etc. Et c'est un comédien qui est très chouette et qui sera très chouette en doublage. Et là, avec le stress, le résultat à la fin de la journée était juste pas au niveau. C'était un tout petit rôle et donc je l'ai refait moi. J'ai prévenu en disant voilà, désolé, parce qu'on était en fin de journée et que j'avais plus le temps de recaster. Donc ça arrive parfois. Mais on essaie d'éviter vraiment d'avoir le rôle de directeur de plateau et le rôle de comédien. Ça ne va pas. Mais sur des petites choses, des ambiances, etc., ça peut arriver parfois. Vous devrez deviner quel rôle, puisque ce n'est pas encore diffusé. On peut avoir au moins une idée de l'épisode? Ah d'accord. Le personnage principal qui change, est-ce que c'est pas compliqué d'avoir, de mettre dans le bain le nouvel acteur qui débarque pour jouer le docteur? C'est l'enfer. Alors des gens comme Marsha Van Boven, c'était un bonheur avec tous. Hein. Vraiment, j'ai adoré travailler avec tous les docteurs et toutes les compagnes et tous les compagnons. C'est vraiment à chaque fois une fête de les retrouver. Et je dis pas ça pour avoir l'air sympathique dans ce métier. On est une grande famille, c'est pas du tout le cas. Il y a des gens avec qui je m'entends, des gens avec qui je m'entends moins bien. Mais vraiment, ces distributions c'est des gens que j'aime profondément. Et Marsha avait fait un travail incroyable, c'est qu'elle avait regardé énormément d'épisodes avant d'arriver. Donc elle arrivait avec une connaissance de Doctor Who qui était au-dessus de tout. Des gens comme Philippe Résimond, par exemple, qui a doublé Capaldi, est un acteur formidable, vraiment. Lui, il oublie complètement ce qu'il a doublé. Donc il peut très bien revenir. Je lui dis, si tu l'as doublé dans tel truc, on se souvient absolument pas. Lui, par exemple, quand je lui ai expliqué Doctor Who et que je suis obligé de dire, oui, alors, bon, en fait, c'est parce que quand il a fait ça, oui, non, pardon, en fait, avant et que j'ai des ramifications, il m'a regardé, il m'a fait, je comprends rien. Et donc, c'est devenu la blague de la saison. À chaque fois que j'enregistrais, que je disais un truc qu'il ne comprenait pas, il me regardait, il me disait, je comprends rien. mais il disait, écoute, c'est trop d'informations, quoi. Mark Weiss, par exemple, aime beaucoup avoir ces informations. Lui, ça l'amuse. David Manet, c'est autre chose. Comme il était là depuis le début, on a vraiment créé ça ensemble. Il y a plein de trucs qui viennent de lui, comme spoiler ou c'est pas l'heure. Ça vient de lui. Il y a quoi dans ce livre? C'est pas l'heure. Vous êtes qui pour moi? Je te le répète, c'est pas l'heure. C'est lui qui a eu l'idée? C'est lui qui a eu l'idée parce qu'à l'époque, spoiler, en 2005, c'était pas un terme qu'on utilisait en français. Spoiler alert, c'est arrivé plus tard. Et donc spoiler, en anglais, comme il l'utilisait déjà, on ne voyait pas ce que ça voulait dire. Et puis il a trouvé le c'est pas l'heure, que je trouve génial, quoi. Ouais, ça marche bien. et puis quand spoiler est arrivé dans la langue française, on a quand même gardé c'est pas l'heure pour avoir la même référence. Ça, c'est David Manet qui l'a trouvé, par exemple. Et donc oui, c'est quand je commence à raconter aux comédiens les détails, d'où ça vient, pourquoi il dit ça, etc. Il y a des moments où ça fait un peu... Ok, trop d'infos. Et je peux comprendre que c'est déroutant de débarquer là-dedans. Et alors, c'est un truc, dans la même période, d'ailleurs, on l'a enregistré ici, pas dans dans ces studios-ci, ça, on a refait la suite de Le Bus Magique, qui en fait est hyper proche de Doctor Who. Parce que c'est une prof qui a un bus magique, qui voyage dans le temps, dans l'espace, qui rapetisse, qui machin, etc. Et c'est Marsha qui a le rôle. Et donc, dans la même période, j'ai enregistré Le Bus Magique avec Marsha et Doctor Who. Et en le faisant, je me dis, j'ai l'impression de faire la même chose en dessin animé et en live. Et à un moment, je reçois les images du bus magique pour ma préparation. Et pareil, ils étaient en production. Et donc, quand les productions sortent, les musiques ne sont pas finales. Et donc, le réalisateur dit, je voudrais une musique genre ça. Et donc, dans les versions que nous, on a les musiques qui ne seront pas diffusées. On a les vraies musiques de référence. Et en fait, j'ai un épisode où toutes les musiques sont des musiques de Doctor Who. Donc, j'ai reçu une vidéo du bus magique avec les musiques de Doctor Who, le thème principal. Et donc, je me dis, c'est dingue. Cette impression que j'avais quand on était dans Doctor Who, en fait, c'était assumé par les réalisateurs du bus magique, quoi. Alors, je suis désolée, j'ai encore t'embêté avec la saison actuelle. Tu as déjà répondu à la plupart de mes questions. Mais j'avais une question par rapport aux chansons. Est-ce que c'est un choix volontaire de ne pas doubler les chansons ou est-ce que... Parce que vu que tu parlais tout à l'heure du fait que tu es musicien... Alors, je suis musicien, je suis directeur chant. Directeur chant en doublage aussi. Ma première formation, c'est l'adaptation. Un de mes profs chez Alice Donat, c'était Claude Lemel. Claude Lemel, qui est un auteur de chansons, qui a écrit
pour une grande partie de la carrière de Jodassin, de Sardou, de Claude François, de Reggiani, et c'était notre prof d'écriture. Dans l'écriture de chansons, les accents toniques musicaux doivent correspondre aux accents toniques de la langue. Donc c'est quand même un travail technique en plus. Est-ce qu'on a le talent pour le faire ou pas, c'est autre chose. Mais et j'ai eu c'est ma formation de base. Donc c'est hyper frustrant de ne pas faire les chansons parce que c'est vraiment mon boulot avant d'être comédien à la limite. Et en fait là c'est une question de droit. On a demandé, on a dit voilà, on a les compétences pour le faire, on a les gens pour le faire ici, je peux les diriger moi-même, donc il n'y a même pas de changement de directeur de plateau, parce que ça peut arriver que un directeur ou une directrice de plateau dirige une série et confie les chansons à un directeur ou une directrice chant, mais ici je peux faire les deux, donc je pouvais même adapter, et en fait ils n'avaient pas les droits pour l'adapter en français. D'accord, c'est dingue parce que par exemple dans la version polonaise, je sais. Pourquoi est-ce qu'eux peuvent Aucune idée. Je leur ai demandé, ils n'ont pas de réponse. C'est très très dommage. Parce qu'on pensait que c'était peut-être pour des questions de surcoût ou des choses comme ça, mais même je pas. Je pense pas parce que c'est-à-dire qu'une série comme ça, je ne sais pas comment ils la budgétisent, mais c'est budgétisé sur toute la saison. Et donc il y a des épisodes qui vont coûter moins cher, des épisodes qui vont coûter plus cher, donc je ne pense pas que ce soit une question de coût. C'est vraiment dommage. En tout cas, la réponse officielle que j'ai eue, c'est on n'a pas les droits. Ce qui m'a rendu triste, j'ai insisté, je vous assure, j'ai insisté. François a aussi donné son point de vue en disant je suis d'accord, et on n'a pas pu doubler cette chanson. On a quand même réussi à doubler ce petit bout du maestro. Daddy était méchant, Daddy jouait les durs, il était méprisant, il fallait plus que ça dure. On a quand même déjà réussi à voir ça, mais la chanson de Noël, je suis triste. C'est vrai que quand on a regardé la VF sur la chanson de Noël, et d'un coup on entend la voix de Chouti Gaton et c'est quoi ? Mais pourquoi ? C'est dommage. Ça n'a pas de sens, je sais. C'est comme ça, c'est les décisions supérieures. Oui, c'est ça. Et vraiment, la réponse que j'ai eue, c'est on n'a pas les droits, on ne peut pas le faire. Mais je trouve important d'en parler parce que rien n'est immuable. Donc je me dis, à un moment, s'ils entendent que les fans sont déçus de passer d'une langue à l'autre et que vous en parlez, ça peut peut-être faire changer aussi leur approche. C'est qu'ils insistent pour dire, bon, quelle est la différence pour avoir ces droits-là ? Je trouve ça assez important. Et complètement illogique par rapport à Doctor Who, puisque le TARDIS traduit tout. En plus, c'est vrai, je n'avais pas vu ce point de vue-là. Oui. C'était un de mes arguments. Oui, mais non, je vous assure, ça a été vraiment des longues discussions. Donc je suis terriblement déçu et je suis triste avec vous de ces passages qui ne sont pas doublés. Allez, une dernière question sur la saison actuelle. Elle finit comment ? Elle finit comment ? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? En fait, elle ne finit pas, on revient au début. Je suis toujours déçu de la fin de Doctor Who parce que ça finit simplement et que j'ai envie que ça continue. J'ai juste pas envie d'une fin de saison, j'ai envie qu'elle continue. Je trouve que c'est une grande tristesse de finir une saison de Doctor Who. Je peux répondre ça. D'accord. Aucune information. Enfin, on sent que Doctor Who, tu y tiens vraiment très fort. Déjà, tu ne serais pas toujours à travailler sur Doctor Who autant d'années après, je pense, si ça ne te plaisait pas. Non, c'est une série que j'adore. C'est vraiment que je ne connaissais pas. Je l'ai découverte en 2005, mais c'est une série que j'adore. Elle est d'une intelligence d'écriture, mais incroyable. Et une intelligence de jeu aussi. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça. Quand je vois les comédiens belges qui la doublent, je me dis on pourrait faire ça. On pourrait jouer des séries comme ça en francophonie, en France, en Belgique ou je sais pas quoi. Pourquoi on n'y arrive pas, je ne sais pas. Pourquoi on n'arrive pas à créer ce genre d'ambiance ? Dans cette série, ils ont des situations complètement délirantes, mais ils les jouent au premier degré. Ils sont sincères dans la moindre parole. Et je crois que c'est ça la grande force. Il n'y a pas de moquerie. La scène peut être ridicule, mais le jeu ne l'est jamais. J'ai failli donner un exemple d'un épisode qui n'a pas encore été diffusé. On peut dire le monstre en morve, où ils prennent très au sérieux le monstre en morve. Mais complètement. C'est débile ce truc de ce vaisseau qui pète à la fin. Enfin, c'est ridicule. Et pourtant c'est génial. Ce vaisseau n'a pas de moteur et il faut une propulsion. Enfin, et il le joue premier degré, quoi. Et je crois que les comédiens et comédiennes prennent beaucoup de plaisir. À jouer ça, parce que David Manet
Mark Weiss, Philippe Résimond, Marsha Van Boven, leur dernière scène d'au revoir, à chaque fois, il y a eu des larmes sur le plateau. Pour tout le monde. Et je me dis, j'ai quand même pas vécu ça souvent, d'avoir des dernières scènes avec des gens qui versent une vraie larme pendant qu'ils jouent, pendant qu'ils voient les scènes, en disant « Ah merde !» Et pareil pour les compagnons et les compagnes. Donc Géraldine Fripia pour Rose, Mélanie Dermont. Géraldine Fripia et David Manet ont pleuré au même moment pendant qu'ils jouaient la scène d'adieu, ils l'ont joué ensemble. Marie Lostrovski qui faisait Clara Oswald, pareil. Fanny Roy qui faisait celle que je sais pas pourquoi personne n'aime ce rôle. Bill. Ah mais moi Bill c'est ma compagne préférée. Je suis content d'entendre ça. Souvent quand on m'en parle, on me dit je sais pas, Bill elle a pas vraiment marqué. Peut-être parce qu'elle a eu qu'une saison, mais j'adore la saison 10 et j'adore Bill, je trouve qu'elle a du répondant, géniale, elle est drôle. Ouais. Et pareil, pour les au revoir, c'est avec Fanny aussi, et c'était... et toutes ces dernières scènes ont marqué Maxime Anciot et Luc Van der Malen, qui font le grand-père et le petit-fils. Pareil, ils ont tous été très émus par les dernières scènes. Et ça n'arrive pas tout le temps en doublage. Je vois que cette série touche les gens profondément. Carole Bayen aussi qui faisait Catherine Tate. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas revenue pour les 60 ans? Problème de planning? C'est problème de planning, ça s'est joué à très très peu. En fait, elle vivait à Tahiti à ce moment-là. Je crois qu'elle est revenue maintenant. Mais son retour se faisait à quelques jours. On a vraiment essayé de reculer au maximum. Donc Monia Douyeb, qui a enregistré les épisodes, a même enregistré, alors pas à part, mais on n'a jamais chevauché pour pouvoir la remplacer par Carole si elle revenait à temps. Et Carole n'est pas revenue à temps, mais à quelques jours près. Vous voyez, certaines personnes ne peuvent pas supporter ça. Et d'autres le peuvent. Il est plus jeune parce que vous êtes arrivé après lui, donc c'est vous le vieux docteur. Oh d'accord, gamin. Enfin, j'allais dire, il y a diffusion, c'est plus diffusion, mais il y avait la livraison. Et ça s'est joué à quelques jours, quoi. Carole en est très triste. Monia, je trouve, a fait un travail formidable dessus. Elle n'a pas essayé d'imiter, mais elle a vraiment trouvé une énergie en commun. Donc je suis très content du travail qu'on a fait avec Monia. Mais je sais que Carole a été très triste, moi aussi. Et on s'est vraiment battu avec les agendas. Et Disney a été très, très cool aussi là-dessus, en disant « Ok, on va faire avec l'une, et si on peut, on enregistrera avec l'autre, si elle revient à temps. » Et puis, ça s'est joué à quelques jours. C'est amusant, j'ai l'impression que Disney sont quand même assez cool. On n'imaginerait pas Disney assez cool. Sur ce coup-là, en tout cas, oui. Moi, je travaille très peu pour Disney, pour plein de raisons. C'est aussi des raisons officieuses, des raisons officielles, que moi-même, je ne connais pas dans les détails. Disney a une drôle de réputation, parce que ce sont des gens qui maîtrisent beaucoup, et donc le fait de maîtriser fait que des gens se sentent un peu... Et moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Ils ont été vraiment compréhensifs, cool. Il y avait une discussion possible. Encore une fois, le fait que je sois sur la série depuis longtemps et que j'ai un consultant fait que notre connaissance de la série est importante, et ils le savent. Et ils ont fait OK. Donc, par exemple, Maxime a été reconnu comme consultant officiel par Disney, ce qui n'avait pas été fait avant. Il est consultant depuis plus de 10 ans, et c'était très officieux. Là, c'était officialisé en disant voilà, il a accès, il a les mails des auteurs, il peut discuter. Et ça, c'est Disney qui a amené ça aussi. Donc, j'aurais voulu m'en plaindre, mais je n'ai rien à dire. Non, pas du tout. Mais non, c'est pour rire. Je ne vais pas m'en plaindre, mais ça s'est vraiment bien passé. J'ai une dernière question. Non, j'ai deux dernières questions. Parce qu'à l'origine, ma question voulait porter sur la meilleure expérience, enfin l'épisode sur lequel tu as préféré travailler depuis que tu travailles sur Doctor Who. Est-ce qu'il y a vraiment un épisode en particulier C'est compliqué, je crois, j'en ai deux qui me reviennent. Shakespeare et le premier, Les Anges Pleureurs. Je crois que c'est les deux épisodes qui ressortent quand j'en parle. Pour des raisons particulières ou juste parce que ça a bien tourné D'abord l'idée des Anges Pleureurs que je trouve géniale, quoi. Ces statues qui bougent quand on ne les regarde pas, je trouve ça tellement... le jeu pour Shakespeare, par exemple, ce jeu en anglais, en plus les Anglais qui s'attachent à Shakespeare. Ce que j'aime dans Doctor Who, une des choses que j'aime beaucoup, c'est quand ils prennent un fait historique et qui se disent on va écrire autour de ça. Donc cette pièce qui a été perdue, donc Pète d'amour perdu,
qui a été vraiment perdue par Shakespeare. Donc on sait qu'elle existait, mais elle n'existe pas. Il n'y a pas d'écrit. Et il l'utilise. Et ça devient cet écrit-là qui va servir à ouvrir la faille spatio-temporelle qui va... Et donc cette œuvre va être aspirée et disparaître, mais le titre restera. Enfin, je trouve ça génial. Donc je crois que c'est pour ça. Et j'aime bien celui avec Van Gogh aussi, est un de mes préférés. Pour ces mêmes raisons, enfin toutes ces informations qu'il transforme en surprise d'écriture, quoi. Et donc ma dernière question va porter plus par rapport aux fans. Quel est ton rapport? Tout à l'heure, on a un peu parlé du fait que sur la première saison, les fans t'étaient un peu tombés dessus. Aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec les fans de Doctor Who? Je sais pas si je suis pas très réseaux sociaux personnellement. Je n'écris jamais. Je crois que j'ai un. Non, je crois que j'ai même pas Twitter. Non, j'ai un Insta sur lequel je vais jamais. J'ai Facebook. Je crois que c'est tout. Et donc j'ai pas beaucoup de rapports. Mais par contre, j'ai beaucoup d'amis qui ont des rapports avec les fans, dont des amis en commun d'ailleurs. Ça va faire très démago ce que je vais dire, mais je ne travaille que pour les fans en fait. Je n'ai pas l'impression de travailler pour Dubbing ou pour Disney ou pour la BBC. Je travaille pour les fans en me disant c'est très important qu'ils retrouvent ce qu'ils aiment dans la série. J'ai vraiment en tête les fans en permanence. Pas pour leur faire plaisir, pour rien, juste qu'ils puissent retrouver le maximum de choses en VF qu'en VO, en respectant ce qui a été créé. Donc mon rapport, c'est celui-là. Après, je sais qu'il y en a plein qui me détestent parce qu'ils détestent la VF, point, et je le comprends. Quand on aime une série, on l'aime dans sa totalité. Mais je trouve que la VF est quelque chose de, quand même, de très important parce qu'il y a tous ces gens, il y a ces non-voyants qui ont besoin d'entendre quelque chose qui soit le plus proche possible de la VO pour être plongé dedans. Il y a les enfants, on parle souvent ou de Paris ou de Bruxelles, mais il y a quand même énormément de régions en France ou en Belgique où les gens ne regardent que en VF. Il y a plein d'endroits où les cinémas ne diffusent pas du tout de VO. Et donc c'est important qu'on amène quelque chose de respectueux. J'ai entendu dans l'interview qu'on donnait David, Marc et Marcha, que David citait quelque chose que je dis assez souvent, qui m'avait été dit par Jean-Marc Panetier, donc c'est drôle, tout se rejoint. C'est que le but d'une VF, c'est quand même de se dire, quand on est dans la cuisine, qu'on entend de loin, c'est de se dire, tiens, c'est un truc doublé ou c'est un film francophone? Qui ait au moins un doute. Alors évidemment, le son, etc., tout ça donne des indications. Les voix, la façon d'enregistrer. Mais dans le jeu, au moins, d'hésiter quelques secondes, au moins. De se dire, le jeu est assez naturel pour être un jeu francophone. Et pas un jeu dénaturé pour déplacer les accents toniques, pour que les mouvements de bouche correspondent au doublage. Ce qui est un piège dans notre métier, hein, c'est d'essayer de correspondre au mouvement de bouche et de donc triturer un peu le jeu et d'en faire du chewing-gum pour que ça rentre dans la bouche. Mais si on ferme les yeux, ça ne passe pas. Et donc moi, c'est ça que je vise au maximum, en sachant que ça reste du doublage et que ce ne sera jamais aussi naturel que la VO, j'en suis bien conscient. Je crois que c'est Mark Weiss qui nous avait dit qu'avec toi, ce qu'il appréciait, c'était que le lipping passait souvent au second plan à partir du moment où l'émotion était là. Ben oui, largement, parce que nous, quand on double, on regarde les bouches, mais je vais poser une question hyper simple. Quelle est pour toi la meilleure VF? De quoi, dans Doctor Who? Non, d'un film. Tout le monde sort à peu près toujours le même film. Retour vers le futur, voilà. Toujours ça. Malheureusement. Oh, dur, c'est pas le pied. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur? C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Et ça ne cale pas du tout. Exactement. Quand tu regardes les bouches, c'est à côté plein de fois. Mais le jeu est tellement génial que tout le monde le place comme l'un des meilleurs doublages. Et donc c'est bien la preuve que on n'a pas besoin d'être vraiment en place au niveau... Il ne faut pas exagérer non plus, mais si la scène est bien jouée, qu'elle est sincère et que ça ne colle pas tout à fait au mouvement de bouche, ce sera beaucoup mieux que de commencer à trahir le jeu en disant « Ah, refais-moi la même chose, mais traîne un peu sur cette syllabe pour que le M soit en place. » Alors c'est plus du jeu et on y perd. Donc, et après, techniquement, on peut beaucoup recaler maintenant. C'est-à-dire qu'il y a le stretch, qui existe depuis longtemps, mais c'est de prendre la phrase et de l'étendre un tout petit peu. Mais les ordinateurs ont fait tellement de progrès que maintenant, ça ne s'entend plus. Le son n'est plus abîmé. Donc on peut pas stretcher de 10 images, mais on peut stretcher de 2-3 images, et ça passe encore très naturel.
Et pareil, dans l'autre sens, on peut réduire. Donc, avec le recalage et le fait de pouvoir étendre ou pas les phrases, quand le jeu est sincère, je trouve qu'il faut pas y toucher, quoi. Quand il tourne en VO, ils tournent plein de versions et ils prennent la meilleure. Donc c'est bien la preuve que quand on en a une bonne, il faut la garder et se dire celle-là, on peut avoir aussi bien ou avoir mieux. Évidemment, les gens peuvent travailler, mais il y a des moments magiques comme ça qu'il faut pas laisser passer, je crois. Surtout sur Doctor Who, les moments par exemple avec des discours de docteur, on regarde pas la bouche, on regarde les yeux. On n'a même pas le temps. Mais oui, c'est ça. J'ai été impressionnée quand on a regardé Space Babies hier, la scène du docteur qui parle de Pacifico del Rio en regardant par la fenêtre et tout ça. Je me suis retrouvée à regarder la bouche de Ncuti Gatwa et je me suis dit, mais la labiale est parfaite. Ah, cool. Il y a eu plusieurs phrases de suite où je me suis dit, mais j'ai l'impression, vraiment en regardant sa bouche, qu'il vient de dire ces phrases. J'ai eu l'illusion. J'ai vraiment eu l'impression de voir un programme français. Et la distribution est vraiment chouette aussi. Donc Maxime Watson-Fort et Marie Bram qui ont été pris sur les rôles. C'est vrai qu'ils font beaucoup de doublage tous les deux, mais ils sont vraiment excellents, quoi. Après, je m'avance évidemment, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils ont une sacrée énergie. Hein. Mais c'est tellement agréable de travailler avec eux aussi. Pour l'instant, j'ai vraiment été content à chaque fois de tous les castings. Mais ici, on est quand même dans une page qui se tourne avec Doctor Who. Ncuti Gatwa est vraiment quand même dans une énergie très différente de ce qui a été fait jusque maintenant. Et sur le casting, il y avait des très très chouettes comédiens. J'aurais été content de beaucoup de choix. Et je suis ravi du choix de Maxime. J'avais pas encore vu la version mixée, etc. Donc j'ai regardé un peu avant de venir. Et je me suis dit, il est quand même ils sont vraiment très très bien tous les deux. Les premières apparitions dans The Giggle, on a été scotchés. Ah ouais? Ah ouais, on s'est dit. Ah chouette. Ah la vache! Mais il est parfait! On s'est dit, c'est le casting idéal, quoi. Alors que, on te l'a dit, on n'est pas du tout des amateurs de VF de base, nous on regarde en VO. Et donc c'est sûr que quand on regarde, en plus on avait vu l'épisode en VO avant, là c'était le deuxième visionnage, et on était là, on fait waouh! Je suis ravi. Et je lui dirais, en plus c'est vraiment un rôle une série même, que les gens ont envie de bien faire. Quand ils viennent sur le plateau, il y a une envie de... Je crois que les gens ont toujours envie de bien faire, mais il y a une envie de mieux. Ça arrive souvent que les comédiens, après... Donc moi, quand j'ai fini la scène et que j'ai ce que je veux, souvent je dis, voilà, tout le monde, vous avez envie de refaire un truc, et si je le demande, c'est que moi je suis déjà content de ce qu'on a. Je ne demande pas ça pour les piéger en faisant, ah ouais, moi je voudrais le faire. Et dans cette série, ça arrive souvent que les gens disent, je peux réessayer ce petit truc-là, j'ai l'impression qu'ils ont envie d'aller... c'est de l'orfèvrerie un peu, il y a toujours un petit truc en plus à rajouter. Je dois avouer que j'avais demandé à la base presque le double de temps, en disant je sais que je ne l'aurais pas, mais il faudrait ça. Ce qui a été refusé pour des questions de budget évidemment. Mais c'est une série qui donne envie d'avoir du temps pour dire à la limite, faisons une pause de 2 heures et on vient regarder la scène à la fin pour voir ce qui nous en reste et pouvoir recorriger. Mais je trouve que tout le doublage devrait être comme ça. Merci beaucoup pour cette interview, c'était passionnant. C'est vrai? Ouais, c'était vraiment très intéressant. Je pense que Merci ça va beaucoup intéresser les gens sur YouTube aussi. Vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette interview. Et franchement, merci énormément de nous avoir accordé ton temps. Non, merci de l'avoir proposé aussi. C'était ça m'a fait très plaisir. Et encore une fois, quand j'ai vu l'interview des 3, je trouvais que c'était une très belle interview aussi. On vous souhaite un bon visionnage de cette saison. Et si vous avez des reproches à faire à la VF, vous pouvez envoyer des mails à David. Et je répondrai.